Qui dit mois d'avril dit cabane à sucre. Et alors que la longue fin de semaine de Pâques vient de se terminer, le mercure était remonté et la plupart des enseignes affichaient complet. Puis comme tous les ans, il y en a qui reviennent depuis 25 ans. Puis il y en a d'autres, c'est des nouveaux. Puis il y en a d'autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le tour des autres cabanes aussi, ils changent d'année en année. Puis ils reviennent ici, après ils font le tour des autres cabanes. Oui, les gens sont au rendez-vous, mais là, ce qui nous donne un coup de main, c'est qu'on a des températures froides printanières qui s'étirent. Donc, pour les consommateurs, ça fait en sorte que le temps des sucres dure un petit peu plus longtemps. Là. Mais si les clients étaient au rendez-vous, on ne peut pas dire la même chose du sirop d'érable. Avec un mois de mars particulièrement froid et des remontées de température attendues au mois d'avril, la saison des sucres pourrait bien se terminer aussi vite qu'elle a commencé. On est en retard de volume important, là. 2027, là, la filière va être à risque, là. Je ne veux pas annoncer une pénurie de sirop, là, mais 2027, je crois qu'on va arriver dans un mur. Mais pourquoi les températures sont-elles si importantes dans la production de sirop? Eh bien, c'est parce que les périodes de gel et de dégel, respectivement la nuit et le jour, permettent des coulées d'eau d'érable. Que ce soit en Mauricie, au Saguenay ou en Estrie, les conditions n'ont pas été remplies dans les dernières semaines et on ne répertorie seulement que quelques coulées. Je pense que pour la prochaine semaine, on va faire du sirop d'érable en assez bonne quantité. Mais si on regarde les prévisions à long terme, on voit que ça se réchauffe, on voit qu'il y aura peut-être plus de gelée nocturne dans la semaine prochaine, puis c'est là où ça va se complexifier. Mais là, depuis une semaine, ça coule un petit peu. Je dirais pas qu'on a des coulées records, qu'on a des coulées spectaculaires, mais au moins, ça coule un petit peu. On pensait d'avoir une saison active. On ne l'a pas eu. On a zéro d'accumulation d'eau. On n'a rien fait encore de sirop. Fait que, mais je suis pas en retard. D'après, j'ai commencé depuis 2000 ici au Saguenay, puis aller jusqu'au 10 avril, il n'y a pas de problème pour là. On n'est pas en retard. Mais il faut que ça se joue la semaine prochaine, il faut que ça starte. Là. En Estrie, c'est 2500 hectares là, qui sont dans la porte de nos entreprises. On les connaît, on les a ciblés, on les a identifiés, mais on a un ministre qui n'est pas en contrôle de son ministère. Et en ce moment, on tarde et on voit pas le jour où on va être capable de les mettre en production et ça vient mettre à risque notre filière acéricole. Là. Pour ce qui est de la production, je suis environ à 40 d'une saison normale en termes de quantité de sirop d'érable produit. Je pense qu'on va avoir encore des bonnes coulées. Est-ce qu'on va se rendre à 100 Soyons réalistes, je pense pas. Mais si on est capable de limiter un petit peu les dégâts avec des belles coulées dans la prochaine semaine, on ne dira pas non. Les producteurs acéricoles croisent les doigts pour que le mois d'avril soit plus clément avec la production de sirop et espèrent que des mesures seront mises en place par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin de protéger leur industrie. En Mauricie, Samuel Bidot pour Nouveau Info. L'éclosion de tuberculose est persistante au Nunavik. En date du 2 avril, on comptait 38 cas sur une population de 14 000 habitants. Dans une étude publiée ce lundi dans le journal de l'Association médicale canadienne, les participants inuits ont souligné devoir se déplacer souvent vers les hôpitaux de Kuujjuaq ou de Puvirnituq, parfois même à Montréal, pour accéder à des services. On y apprend aussi que le sous-financement en santé au Nunavik entraîne des difficultés supplémentaires pour les Inuits atteints de la maladie, mais aussi pour leur famille. 8 Québécois sur 10 ont voyagé au Québec dans la dernière année. C'est ce que révèle la nouvelle étude de la Chaire de tourisme Transat sur les tendances et comportements des voyageurs québécois. Mais un virage pourrait se dessiner. Les voyages estivaux ailleurs au Canada gagnent en popularité, tandis que ceux au Québec reculent légèrement. Nous, on va continuer de suivre la situation pour savoir si c'est une tendance qui s'installe. Et à ce moment-là, il faudrait être peut-être plus agressif au niveau pour contrer les campagnes promotionnelles de nos voisins ontariens et du Nouveau-Brunswick, par exemple. Quand on regarde la donnée, il y a une diminution, en fait, des Québécois qui ont voyagé au Québec cette année. Mais par contre, quand on regarde la performance régionale, les indicateurs sont pas mal tout en hausse. Les dépenses touristiques, en fait, ont augmenté de 6,5 de 2024 par rapport à 2025. Les voyages au Québec reculent de 8 pendant qu'ils progressent de 6 ailleurs au pays. À l'international, la situation est stable. Mais pour les États-Unis, l'été 2025 est marqué par un net recul influencé par le contexte géopolitique. L'alternative numéro 1, c'est le reste du Canada. Le Québec arrive en deuxième.
Alors, il y a beaucoup d'Ontario, de Nouveau-Brunswick, un peu d'Ouest aussi. Alors, si je suis le Québec, bien, je dois m'interroger sur comment garder cette clientèle captive. Son côté tourisme Canton de l'Est est optimiste pour la saison estivale. Dans une étude réalisée par Léger, l'organisme constate que le bassin potentiel de touristes pourrait atteindre les 4 millions de personnes au cours de la prochaine année. Et pour attirer les voyageurs québécois, bien, la région peut s'appuyer sur la recommandation des autres voyageurs de la province, comme l'indique l'étude de la Chaire Transat. Donc, l'indice de recommandation pour les cantons de l'Est est de 34, alors que globalement, pour le Québec, on est à 28. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre région parce que si on se compare aux autres régions périurbaines, c'est-à-dire proches des grands centres, on est plutôt à un indice de 27. Donc, nous, dans les cantons de l'Est, on est à 34. Donc, on se rapproche des régions qui sont plus éloignées, qui ont un indice de 36. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les cantons de l'Est réussissent à créer des wow auprès des visiteurs, et ce, même lorsque les séjours sont plus courts. Au Saguenay, le tourisme est en pleine croissance, notamment par l'attrait du plein air. Au Saguenay, on a de magnifiques sentiers, de belles montagnes. D'ailleurs, les acteurs du milieu soutiennent que les activités sportives ne seraient pas les mêmes sans la contribution des touristes. Les gens de l'extérieur venaient principalement dans les grosses périodes comme la relâche, le temps des fêtes. Mais là, on a remarqué cet hiver, parce qu'il y a beaucoup de neige, on a des belles conditions. Même la semaine, hein, il y a des gens de d'autres régions, de d'autres provenances. Donc, c'est une clientèle importante, là, significative et supplémentaire pour nous. Nous, on emmène beaucoup d'Américains, beaucoup de monde aussi à l'entour du Canada qui viennent. Pour l'hiver, je pense que c'est la motoneige qui fait virer l'économie. Le tourisme est là beaucoup. Puis si tu regardes, comme le Delta, n'importe quel hôtel, il y en a qui viennent passer. L'hiver, il arrive à fin décembre, puis ils repartent au mois de mars. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info. Le duo saguenayen angine de poitrine est un phénomène mondial depuis le début de 2026. Mais saviez-vous qu'ils ont un attachement à la région, à Drummondville? Parce que l'usine de pressage de vinyle Drummond Vinyl a fabriqué plus de 30 000 de leurs disques pour la sortie de leur deuxième album. C'est un grand privilège d'une part parce que de voir ce phénomène de chez nous qui est en train d'exploser à l'international et puis d'en faire partie aussi. Je trouve que c'est une magnifique célébration du monde indépendant. Il y a des usines de pressage qui sont 10 fois grosses comme chez nous, mais pour nous, de garder cet aspect-là, cette dynamique-là, cette ambiance-là, ça a une valeur absolument magnifique. Au début, il m'a appelé, il dit « Ouais, Angine, ça commence il se passe un truc, j'aimerais savoir combien ça coûterait faire 3000 vinyles. » Au début, c'était notre plus grosse commande. Donc, on s'est dit « Wow! » Et là, lendemain sur lendemain, les chiffres ne faisaient qu'augmenter. Donc là, nous, même de notre côté, il fallait un peu bien analyser tout ça parce qu'on a d'autres clients, les choses aussi bougent de part et d'autre. On voulait s'assurer de garder la même rapport avec la qualité, même qu'on puisse leur offrir le meilleur. Pour être sûr d'arriver à l'objectif du 30 000, est-ce que l'usine est ouverte 24 heures sur 24? Pas 24 heures sur 24, mais on a quand même allongé nos heures de travail. On est ici les week-ends. D'autres de l'équipe sont venus nous rejoindre aussi. Donc, c'est sûr qu'on a extensionné un peu nos heures habituelles, mais ça en vaut la peine, ça, c'est sûr. Jeff Beaulieu, le copropriétaire de l'entreprise, m'a indiqué que l'expérience offerte par les plus petites usines de pressage est complètement différente de ce que l'on peut voir dans les grandes chaînes. Il y a d'autres usines de pressage qui vont dire les plus petits projets, on s'en fout, on les met à la fin, puis on va prioriser les plus gros. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on s'assure vraiment que ce qu'on s'y est entendu pour, bien, on le respecte. Alors, il fallait bien peser le pour et le contre. Pour nous aussi, ça a été une réadaptation, une revisitation de toute notre infrastructure et puis s'assurer qu'on allait avoir justement le personnel pour assurer tous les détails du début à la fin. De voir que vous participez un peu à cette chaîne-là pour la production des disques, pour la musique, pour ce phénomène mondial, comment ça te fait sentir? Je dirais que c'est vraiment un privilège, mais on est super contents pour vrai de faire partie de l'aventure puis de savoir que non seulement on veut rendre le groupe fier, mais tous les gens aussi qui vont tenir l'album dans leurs mains puis qui vont l'écouter. Donc, on se met à leur place puis on a hâte de vivre l'expérience pour eux. Ouais. Là, on sort bientôt du congé pascal, donc vous avez passé toute Pâques ici à faire des vinyles. Est-ce que c'est un beau Pâques quand même? C'est un beau Pâques quand même. Je risque de manger un peu de chocolat tantôt. Autre qu'angine de poitrine, l'entreprise de Drummondville a aussi fait le pressage de certains albums de Gab Bouchard, des Cowboys fringants, des Trois Accords et de plusieurs autres artistes. À Drummondville, Maxime Dany pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.